Bonjour et bienvenue dans le podcast Haricots Verts, le podcast qui vous parle d'art, d'écologie et de verdure. Je suis Pauline Leroux, ingénieure agronome passionnée de plantes et je vous emmène à la découverte de la couleur végétale et de toutes ses applications. Que ce soit dans le textile, l'ameublement, l'artisanat, la décoration et dans d'autres domaines, chaque jeudi et samedi à 7h30, je vous propose des épisodes riches avec des invités passionnants pour approfondir le sujet de la couleur végétale sur toute la chaîne de valeur. Mon but, fédérer et démocratiser la couleur végétale dans nos vies. Alors, c'est parti, bonne écoute. Aujourd'hui, je vous propose de définir ce qu'est une plante industrielle, parce qu'on entend souvent ça dans les épisodes de podcast. Alors, tout simplement, une plante industrielle, au 19e siècle, c'était une plante qui était utilisée dans l'industrie, mais dans différents secteurs d'activité. Le livre qui en parle le mieux, c'est le livre de Gustave Euzet, Les plantes industrielles, plantes oléagineuses, tinctoriales, salifères, abalées à Cannes, aux éditions Hachette Livre, mais que vous retrouvez gratuitement sur le site de la BNF, que je vais vous mettre en lien. Alors, j'ai voulu faire un autre ordre de sélection. Donc, pour moi, dans les plantes industrielles, il y avait donc forcément les plantes textiles. Et dans les plantes textiles, vous avez soit les plantes type lin, chanvre, coton, qui sont des plantes annuelles, mais vous aviez aussi le phormium, l'orthidioïque qui était utilisé, les stipes, les asclépias et le mélio blanc qui est également utilisé en herboristerie et en médecine. Ensuite, on passe sur le registre alimentaire. En effet, il y avait les plantes tout d'abord condimentaires, donc qui en rentraient dans la composition des condiments. Le condiment le plus connu aujourd'hui, c'est la moutarde, sachant qu'aujourd'hui en France, l'essentiel des graines de moutarde viennent soit du Canada, et il y a des agriculteurs courageux qui le relancent en Bourgogne. Je le sais parce que je travaillais sur ces produits-là quand j'étais dans les produits locaux. Donc la moutarde, qui est très connue, la chicorée à café. Donc mon nom de famille c'est Leroux, la chicorée Leroux. J'habite à côté de la chicorée d'Orchy. Donc voilà, il y avait un fort passé sur la chicorée et l'utilisation de cette chicorée pour remplacer le café qui à l'époque avait, bon toujours d'ailleurs, avait un prix, c'était voilà vraiment pour des gens qui avaient les moyens. Et aussi comme condiment le fenugrec, moins connu aujourd'hui et plus connu aujourd'hui plutôt dans la médecine, dans tout ce qui est pareil herboristerie et utilisation en remède médical. Ensuite, donc toujours dans les plantes alimentaires, on a les plantes oléagineuses, donc qui donnent des huiles. Les plus connus, très clairement, il y a le colza, qui est une bise annuelle, il y avait la navette d'hiver, le rutabaga, la julienne, le pavot ou les œillets et la cameline. Et il y avait également une sélection de plantes oléagineuses annuelles, comme le soleil, donc je pense que c'est le tournesol, sésame, arachide, donc pour faire des cacahuètes, ou autre arachide, le riziu, le madia, la navette de printemps, le colza de mars, tout ça pour vous dire que toutes ces plantes, même en ayant fait une école d'ingé agro, elles ne me parlent pas toutes. Ça veut dire que il y a sûrement eu, et c'est certain, d'autres utilisations où avec la mondialisation, il y a des pays qui se sont spécialisés dans telle ou telle culture et on a perdu certaines plantes. Juste le ricin qui est donc une plante annuelle oléagineuse, elle est fortement connue aujourd'hui, pareil pour les traitements post-cancer, l'huile de ricin pour les cheveux, les ongles, etc. Enfin, il y a beaucoup de plantes que je vais vous citer qui vont vous parler dans des utilisations aujourd'hui, mais qui avaient d'autres utilisations à l'époque, au 19e siècle, au moment où ce livre est écrit. Ensuite, on a les plantes sucrières et à alcool. Vous pensez tout de suite à la canne à sucre, mais il y avait aussi la betterave, le sorgho à sucre et l'asphodèle. Ensuite, sur les plantes aromatiques. Donc les plantes aromatiques étaient considérées comme des plantes industrielles. On en a beaucoup. Donc le houblon, donc qui sert à faire la bière, l'anis, la coriandre, l'angélique, le fenouil, le cumin, la rose était considérée comme une plante aromatique. Le jasmin, cassis, violette, géranium rosa, verveine, menthe et lavande. Alors dans ces plantes aromatiques, il y en a plein aujourd'hui qui ne sont plus classées dans les plantes aromatiques. Et il y en a beaucoup de ces plantes aromatiques qui servent à faire des huiles essentielles dans les utilisations plus courantes. Mais voilà quelques-unes des plantes aromatiques qu'on peut citer.
Ensuite, vous avez les plantes médicinales, forcément. Donc là, pareil, pour moi, des inconnus et des plus connus. Donc notamment le pavot blanc, la réglisse, l'absinthe, l'iris de Florence, la rhubarbe, la camomille et la mélisse. Donc personnellement, je ne savais pas que la rhubarbe avait des propriétés médicinales, mais en fait, c'est ça qui est passionnant avec le monde du végétal, c'est qu'il y a tellement de molécules, d'interactions dans la plante que elles produisent des composés qui sont pleins de ressources, pleins de pouvoirs, et donc on peut pas forcément tout connaître. Mais en tout cas, voilà. Ensuite, je voulais vous parler des utilisations plutôt pour le matériel. Donc, les plantes à balai avec le sorgho à balai, les plantes salifères avec la soude, les plantes à carde, donc le chardon à foulon, les plantes à canne. Bon, là, on pense tout de suite roseau, bambou. Les plantes narcotiques, plutôt tabac et pavot à opium. Et enfin, les dernières, c'est donc très glamour, les ornements funéraires, donc les immortels d'Orient. À savoir, ça date de très longtemps de fleurir les tombes chez nous. Et aujourd'hui, c'est un énorme marché pour avoir travaillé dans le végétal. Quand on loupe la saison des chrysanthèmes, clairement, on fait pas son chiffre de l'année. C'est un énorme point de commerce. Et enfin, ce qui nous amène à notre sujet, les plantes tinctoriales, les plantes qui donnent de la couleur. Et à l'époque, elles étaient classées par rapport à leurs principes colorants. Donc on avait le rouge avec la garance, qui est toujours cultivée en France pour sa racine. Le cartame, donc on l'avait fait en formation avec Michel Garcia, le mode d'extraction et d'utilisation est quand même assez long. Il faut rincer toutes les... alors je pense que c'est des pétales ou les sépales. Il faut les rincer abondamment, ça donne du jaune qui est perdu ou parfois réutilisé. Tout ce jaune, une fois extrait, enlevé, on peut commencer les bains de teinture avec le cartame qui donne un rose magnifique. Ensuite, on a toujours dans ces plantes à principe rouge, et là j'ai été étonnée, c'est les cactus à cochenilles. Donc vous savez qu'il y a 2 types de cactus qui peuvent héberger entre guillemets les œufs des cochenilles, c'est les nopales et les opuntia. Et en fait, elles étaient déjà considérées comme plantes tinctoriales. On a ensuite les plantes à principe noir et essentiellement le sumac. Les plantes à principe bleu, le pastel. Alors là, j'étais étonnée, la morelle, persicaire et l'indigo. Alors que nous, aujourd'hui, on sait que le principe colorant, c'est l'indigo, qui est donné par les pastels, les persicaires et les indigotiers. Et là, en fait, il signale indigo. Et la morelle, par contre, je ne savais absolument pas, donc j'irai creuser. Et ensuite, les plantes à principe jaune. On sait que le jaune, c'est la couleur la plus répandue dans la nature. En tout cas, on peut obtenir du jaune avec beaucoup de plantes. Mais, pareil, il y avait la question de la résistance, lumière, lavage, etc. aussi à l'époque. Et donc là, on parle de la gaude, du safran et du néprin. Sachant que le safran, pour nous aujourd'hui, c'est une épice qui coûte très cher. Donc je me demande si ça devait être réservé vraiment aux gens très aisés. Bref, tout ça pour vous faire un petit panel des plantes industrielles. Et sachez que toutes ces plantes vont être revues indépendamment pour rentrer plus dans le détail, les explications, les utilisations. Là, en fait, je défriche avec vous la division des plantes industrielles proposée par Gustave Euzet et on rentrera dans le détail de chacune des utilisations, voir si c'est resté un savoir-faire en France ou non. Par exemple, je pense au lin. On a souvent été dans le top. D'ailleurs, je pense qu'on a toujours été leader, ou il y a peut-être des années non. Mais en tout cas, ça a toujours été une culture très importante. Donc voilà, essayez de voir avec vous dans ces plantes industrielles, celles qui sont restées, celles qui se sont délocalisées. Est-ce qu'il y a des projets, creuser chaque sujet. J'espère que ce petit épisode sur les plantes industrielles vous aura permis d'y voir plus clair. Et je vous laisse et je vous dis à bientôt. Je vous invite à aller consulter les autres épisodes Zoom ou les épisodes avec les invités et aller sur la page Instagram Arécovert, ARTECOVERT, pour y retrouver et deviner les futurs invités du podcast, mais notamment retrouver des sources écrites de tout ce que nous abordons dans les épisodes Zoom. Belle journée à tous!